Donc, sans plus tarder, on va y aller avec notre première présentation sur le voyage au Japon à la recherche du temps présent au cœur du sacré. Alors, on a avec nous aujourd'hui donc Catherine Agostini-Salambier, qui est notre accompagnatrice depuis déjà plusieurs années, depuis déjà 8 ans. Elle est eurasienne au carrefour entre l'Orient et l'Occident. Catherine Agostini-Salambier est ethnothérapeute, conférencière internationale, maître de méditation et formatrice. Elle est également fondatrice et directrice du Centre de ressourcement Latitude Bien-être. Elle est par ailleurs guide de voyage initiatique, écrivaine. Elle est co-auteure de Voyages spirituels des éditions Ulysse, qui a été publié en 2019, et auteure d'un roman initiatique sur les épaules des géants et de plusieurs ouvrages sur la croissance personnelle et spirituelle, parmi lesquels Faire de ses blessures un chef-d'œuvre, Le souffle des sages, Lumière, Faire rayonner le temple du cœur de Béliveau comme éditeur en 2022 et Crève d'amour, Béliveau éditeur 2023. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Catherine avant de vous présenter notre invité spécial. À toi, Catherine. Merci Anne, merci pour cette présentation. Alors déjà, bonjour à tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je vais revenir un petit peu sur le zen, comment j'ai embrassé le zen et pourquoi le Japon. Mais avant de vraiment peut-être plonger au cœur de cette passion, j'ai envie de donner la parole à Jean-Marie. Alors Jean-Marie, juste avec qui j'ai fait plusieurs voyages, hein, on est parti en Inde, on est parti en Égypte et un complice hors pair. Et Jean-Marie, je suis ravie de partir au Japon avec toi. Je te laisse la parole. Oui, avant de laisser la parole à Jean-Marie, j'aimerais quand même le présenter, même si beaucoup le connaissent déjà, il est très connu. Mais voilà, donc il y a peut-être des gens qui ne le connaissent pas ou pas tout ce qu'il fait. Donc Jean-Marie Lapointe, il est comédien, animateur, auteur, cinéaste, conférencier et sportif accompli. Depuis plus de 15 ans, il est l'un des porte-parole du défi sportif Altergo pour les personnes ayant des handicaps ou limitations. Il s'implique également auprès de la Maison L'Éclaircie qui viennent en aide aux personnes aux prises avec des troubles alimentaires et des centres Le Grand Chemin pour adolescents qui souffrent de toxicomanie. Il accorde aussi son temps auprès des jeunes enfants et ados atteints de cancer en phase terminale par le biais de l'hôpital Sainte-Justine. D'ailleurs, en mars 2017, son Excellence, le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, lui remettait la médaille du souverain pour les bénévoles en reconnaissance de son engagement dans les multiples causes humanitaires et sociales. Depuis les 3 dernières années, la série Face à la rue, qu'il anime, connaît un franc succès. Je pense que ça fait, on est peut-être une couple d'années en arrière là, sur les chaînes Moi et compagnie à TVA. Il y a eu une autre série suite à ça. L'animation de cette série documentaire lui a même valu un prix Gémeaux en septembre 2018 dans la catégorie Meilleure animation magazine d'intérêt public. Cette année, il est de retour sur les ondes de Moi et compagnie avec la nouvelle série Docu-réalité fin de mois sur le thème de la pauvreté. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à notre invité spécial, Jean-Marie Lapointe. Merci Anne, merci Catherine et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc c'est sûr que la présentation n'a pas été mise à jour. On le fera pour le prochain voyage si tu veux Anne, parce qu'on est déjà en train de méditer sur nos prochaines destinations parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur avec l'agence et la belle entreprise Spirito que tu as fondée dès mon premier voyage quand je suis allé en Israël. Et ça remonte à 2014. Alors, j'ai eu la chance de voyager avec Spirito en 2014, mais aussi, et où j'ai découvert notre belle Catherine quand on est allé en Inde. Et ça, si mon souvenir est bon, ça doit être pas loin de 2018. Je crois que c'était 2018. Après ça, bon, on s'est dit, on a eu du plaisir en Inde, pourquoi pas aller en Égypte? Parfait, go l'Égypte. Et ça fait un peu plus d'un an. Et là, on s'est dit, ben go, on poursuit l'aventure et on va au Japon. Et ça, quand on s'en était parlé à bord du bateau qui nous amenait sur le Nil, on avait déjà commencé à se lancer la balle, Catherine et moi, en se disant, où est-ce qu'on peut aller? Et évidemment,
on partage tous les deux une passion pour le bouddhisme, les enseignements spirituels. Et c'est là que j'ai découvert que le zen tenait une place très importante dans la vie de Catherine. Je me dis, oh my God, ben là, si tu tripes sur le zen, tu dois aimer le Japon. Et là, tout de suite, j'ai vu le visage de Catherine s'allumer comme un arbre de Noël. Je dis, OK, parfait, on va au Japon. Là, faut vendre le concept à, à Anne, puis évidemment à Spirito, à l'entreprise. Et quand on nous est revenu, on dit oui, go, bon, ben parfait, on réserve les dates. Et ça nous amène aujourd'hui à vous partager notre belle démarche, puis aussi notre passion d'aller ensemble au Japon. C'est pas un long voyage, on part pas un mois, là, mais je peux vous dire que ça risque d'être intense si je me fie à toutes mes belles expériences que j'ai eues par le passé avec Catherine et Anne, bien sûr, à distance. Mais quand je parle d'intensité, je veux pas faire peur à personne, mais je vous dis que l'intensité à vivre l'instant présent. Je pense que c'est ça qui va définir beaucoup la démarche de notre voyage. Mais tu sais, on dit au Québec, je te passe la POC, Catherine, je te lancerai la balle si tu veux pour nous dire un petit peu dans quel univers on va mariner pendant ces presque 2 semaines. Merci, merci Jean-Marie. Oui, absolument. Alors le Japon, moi, c'est ma grande passion. Bon, ceux qui me connaissent savent que je suis d'origine indienne et que je suis une grande amoureuse de l'Inde. Mais le Japon me fascine. Me fascine et c'est un petit peu dans cet univers absolument fascinant, cet univers de contraste que j'ai envie de vous emporter, de vous emmener. Parce qu'on va voir que c'est une alliance de la modernité des plus fantastiques. Je veux dire, Tokyo, c'est la plus grande ville du monde, hein, du monde. 36 millions d'habitants, c'est-à-dire c'est le même nombre d'habitants que le Québec. C'est une ville, hein, Tokyo. New York, c'est un village à côté. Je veux dire, c'est fascinant. Mais nous, on va surtout focuser donc sur toute la spiritualité, la nature qui est extraordinaire. Et c'est vrai que la nature vue par les Japonais, donc on va vraiment naviguer entre la tradition et un peu la modernité à la fin, mais la nature, elle est sacrée au Japon. Le shintoïsme, le bouddhisme zen considère la nature sacrée. On va vraiment être énormément immergé là-dedans puisqu'on a choisi on va vraiment au-delà de la carte postale. Hein. Moi, c'est ce que j'aime chez Spirito parce que ça fait 35 ans que j'ai commencé à guider, puis ça a été en trait d'une, en pointillé. Et mon coup de cœur, vraiment, mon grand coup de cœur pour Spirito, c'est voilà, c'est ce côté spirituel et aller au-delà de la carte postale. Donc, on va vraiment plonger au cœur du zen et au cœur du sacré, du Japon sacré, loin des grands sites touristiques. Voilà, vraiment aller au-delà de la carte postale. Et je pense que c'est vraiment un itinéraire qu'on a dessiné ensemble, hors norme, vraiment avec des vies dans des temples. Enfin, on va y arriver, plus dans le détail avec l'itinéraire. Merveilleux. Donc, on plonge dans l'itinéraire. Est-ce que Jean-Marie, tu aurais aimé rajouter quelques mots? En fait, j'ai pas des mots à ajouter, mais j'ai une question à lancer à Catherine. Catherine, je t'ai cité à plusieurs reprises. Et Catherine nous a un petit peu résumé Moi, j'aime beaucoup les grands sages qui sont capables de résumer l'histoire d'une vie en quelques mots. Et Catherine nous avait dit, pour le voyage en Inde, elle nous avait dit, l'Inde nous défait, nous refait et nous réinvente. Comment tu peux résumer le Japon dans ces quelques mots? Mais c'est toujours la même chose. En fait, c'est pas que l'Inde, je crois que c'est le voyage. Le voyage, je me suis rendu compte, je suis quasiment semi-nomade maintenant, c'est un révélateur d'âme. Et je vois les gens c'est vraiment un révélateur d'âme parce qu'on sort de notre zone de confort, on sort de nos habitudes. Donc, il y a forcément, le mouvement est plus vaste, la vision est plus vaste. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va revenir au niveau du zen, avoir une vision vaste comme l'océan. Et vraiment, on est bouleversé un petit peu, on peut être un peu chahuté. Et comment est-ce que je réagis? Si je m'observe, comment est-ce que je réagis? Si je râle tout le temps, c'est la couleur de mon âme. Si j'accueille tout ce qui est, c'est la couleur de mon âme. Alors, je maintiens toujours cette vision du voyage qui nous fait, qui nous défait, qui nous refait, qui nous réinvente, quelle que soit la destination. C'est sûr qu'il y a des destinations peut-être plus marquantes que d'autres, et le Japon, l'Inde, l'Égypte en font partie. Mais ce que j'ai envie de rajouter cette fois-ci, Jean-Marie, c'est qu'il sera un révélateur d'âme.
Est-ce que ça te plaît? Ah, mon Dieu. Je vais être obligé de changer toutes mes anciennes publications pour les mettre à jour avec Révélateur d'âme. C'est super beau. En tout cas, pour ceux et celles qui nous écoutent, qui regardent, ça vous donne une idée de la qualité d'accompagnatrice de Catherine qui est extrêmement grandée, très éveillée, très allumée. Mais avec quelques mots, tu nous amènes, et c'est ce que j'aime du voyage que je fais avec toi. On a des temps pour soi, on a notre intimité, mais on partage des temps de groupe où on peut réfléchir, on peut méditer ensemble. Et c'est là que je trouve qu'on évolue, tu sais, parce que le voyage, c'est pas juste les yeux qui sont en éveil, c'est pas juste nos sens, c'est aussi notre esprit. Et de donner un espace de discussion, d'accueillir ce qui se mijote dans notre esprit au fur et à mesure qu'on avance ensemble, je trouve ça important et de partager ça parce que c'est la force du groupe. Ce que moi je peux avoir comme réflexion, comme observation, je la partage, ça va complémenter la tienne et celle des autres et on donne cet espace-là et on le crée surtout, on le crée pour tout le monde et ça c'est fabuleux et je ne pourrais pas, puis je vais terminer là-dessus, je vais relancer la parole, donner la parole à Anne, mais je ne pourrais pas m'associer à Spiritour et à toi, Catherine, s'il n'y avait pas cette dimension spirituelle et d'ouverture. Absolument. Et puis, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que c'est un peu de moi, mais c'est beaucoup de vous tous. Hein. C'est clair. Hein. Oui, moi, je suis fascinée. J'ai été à plusieurs reprises, parfois de longues périodes, mais c'est un peu de moi et beaucoup des autres. Et j'ai envie de finir un petit peu par ce lien, par cette phrase d'Albert Jacquard qui est « Je suis le lien que je tisse avec les autres », qui est une vision essentielle dans ma vie aussi. Hein. Alors, mais c'est vrai que c'est une pause privilégiée, c'est un temps privilégié, une parenthèse qui permet vraiment de nourrir l'âme et le cœur. Et puis le zen, c'est la voie de la grande compassion, la voie de la grande douceur, la voie du corps et du cœur. Donc c'est tout ça, on va plonger dans tout ça. Moi, ça a été ma révolution, le zen. Ça a été ma grande révolution. Alors, plongeons Et ensemble. Plongeons ensemble. Donc, Catherine, je te laisse présenter le thème. donc c'est ça. Alors, à la recherche du temps présent, hein, parce que je crois que on n'a que des instants à vivre au cœur du sacré, puisque le sacré, c'est la vision tout de même de Spiritour et c'est la mienne. Je pense que quand on a une vision sacrée du monde, eh bien, le monde est plus vaste, plus grand. Et puis, il y a cette dimension de l'extraordinaire. On sort de l'ordinaire. Hein. Et ça, c'est une vision du zen aussi très importante. Essayer de voir la vie, chaque événement, chaque chose, non pas comme ordinaire, mais comme extraordinaire. C'est en fait la voie du cœur ordinaire, mais qui a une autre dimension. C'est ça aussi le zen, la voie du cœur ordinaire. Alors, savourez l'art de vivre au quotidien, dans cette terre de contrastes fascinantes et vivez des expériences dans les plus pures traditions japonaises. À la recherche du temps présent au cœur du Japon sacré, vivez une retraite dans un temple au mont Toya. Cette montagne sacrée de la péninsule de Ki, immergez-vous dans Kyoto rempli de sites inscrits au patrimoine mondial et d'art traditionnel. Une grande, grande amoureuse de Kyoto. J'y suis restée juste avant la pandémie, une longue période et je voulais vous partager aussi cet amour pour cette ville. Alors, en fait, le zen, c'est une branche du bouddhisme. Moi, je suis dans la tradition Soto et ça fait très longtemps que je porte cette vision en moi puisque, en fait, depuis 25 ans, j'ai été instructeur de karaté, Shotokan, et que la voie du zen, c'est un pilier très important du samouraï. Ça fait partie du code de loyauté et d'honneur qui sont droiture, courage, bien-être, bienveillance, respect, sincérité, honneur et loyauté. Donc, ça fait très longtemps que je suis inspirée par cette voie-là, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, j'ai vraiment plongé, j'ai vraiment embrassé la voie qui permet l'unité. C'est une voie d'éveil qui permet de trouver l'unité. Comme je disais, c'est la voie du corps et la voie du cœur. Alors, souvent, moi j'ai eu une expérience mystique qui fait que j'ai découvert cet éveil, mais ce que j'ai envie de dire un petit peu, c'est que si c'est la voie de l'éveil, c'est pas le but unique. Parce que même lorsque l'on a vécu un éveil spirituel,
comme dit, après, enfin, il y a un titre de livre qui dit après l'extase, la lessive. De toutes les façons, même si on a vécu l'extase, c'est Jacques Canfield qui parle de ça, il y a la vie quotidienne qui revient. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais de ce que j'ai vécu? Je repars dans le flot de la vie. Et d'ailleurs, ne dit-on pas aussi que les Bouddhas naissent du feu? Ils naissent du bouillonnement de la vie. Alors, comment vivre au cœur du zen? Eh bien, en fait, c'est vivre à 100%. Mais c'est vivre à 100% instant après instant. C'est-à-dire pleinement vivant, pleinement vibrant. Voilà, c'est l'invitation vraiment, c'est d'être complètement éveillé à tout ce que la vie nous propose avec gratitude. C'est dans un espace aussi vraiment sacré. Alors, ça transforme un petit peu, on se rend compte que ça transforme complètement notre vie quotidienne, acte après acte. Alors, en fait, le zen, parce que ça transforme la vie acte après acte, juste pour vous dire quelque chose, c'est que moi, je n'aimais pas du tout faire le ménage. C'est quelque chose, je trouvais que c'était perdre son temps, faire la vaisselle, etc. Je n'aimais pas faire ça. Mais le zen m'a en fait appris que faire la vaisselle, c'est faire briller le cœur. Est-ce que c'est pas beau ça? Est-ce que ça ne nous donne pas envie de faire la vaisselle si ça fait briller le cœur? Bon. Alors, le zen, donc le Japon, et bien sûr, c'est au VIe siècle que le zen, qui est une branche japonaise du bouddhisme Mahayana, fait son apparition. Et zazen, qui est la posture de méditation, l'assise, est une voie d'éveil dans le zen, pour le zen. Alors, je vais vous proposer différents ateliers, puisque bien sûr, le zen, c'est la voie, je vous disais, de la compassion, de la grande compassion, de la grande douceur. Il y aura des méditations, des pratiques de pleine conscience. On va développer le triple esprit du zen, qui est avoir un regard, un esprit vaste, comme l'océan, joyeux, mais pas joyeux quand tout va bien, joyeux dans la difficulté aussi. Et puis, un regard aimant. On va voir aussi cette notion que j'aime beaucoup, beaucoup, qui s'appelle Zen-Ki, qui est en fait plonger dans tout ce qui nous tisse, tout ce qui nous fait. Parce que souvent, on a l'impression d'une solitude, on a l'impression qu'on est tout seul. Mais en réalité, c'est vraiment voilà, développer tout ce qui nous tisse, cette vision-là. Et puis des visions plus spécifiques, qui sont par exemple le wabi-sabi, qui est une esthétique particulière qui en fait qui rend honneur aux vieux, aux vieillots, à ce que nous on considère comme bon à jeter. On va développer aussi la pratique des bols. Je vous laisse un petit suspense. Un tas de choses, les bains de forêt, la compassion, l'autocompassion, voilà. Alors, Anne, je pense qu'on peut aller dans l'autre, voilà. Alors, nous, on va aller vraiment, ça va être entre tradition et modernité. Non, on va rester sur le samouraï, si tu veux bien, Anne. Voilà, on va aller entre tradition et modernité, puisque c'est vraiment le Japon, c'est la fascination du Japon. Les samouraïs, c'est donc un membre de la classe guerrière qui a dirigé le Japon féodal durant à peu près 700 ans. Et là, je sais que mon temps est compté, mais je voudrais juste vous donner un petit conte, et j'aime beaucoup les contes sur lesquels je m'appuie, c'est le moine et le samouraï. Un jour, un samouraï se présenta devant le maître zen Akin pour lui demander « Y a-t-il un paradis et un enfer ?» Akin répondit « Qui es-tu » ?»« Je suis le samouraï. » Mais Akin ne le laissa pas finir et s'exclama « Toi, un guerrier, regarde-toi, quel seigneur voudrait t'avoir à ton service? Tu as l'air d'un mendiant. » Le samouraï fut pris de colère et dégaina alors son sabre. Akin dit « Tu as même un sabre? Mais tu dois sûrement être trop maladroit pour me couper la tête. » Le samouraï s'apprêtait à frapper quand le maître déclara « Ici s'ouvrent les portes de l'enfer. » Colère, peur, combat, agressivité, ombre, ça c'est moi qui le rajoute. Devant une telle assurance, le samouraï rengaina son arbre et s'inclina. Akin conclut ainsi « Ici s'ouvrent les portes du paradis. » Paix, réconciliation, gratitude, pardon, lumière. Alors, Anne, on peut continuer. Dans l'autre sens, voilà. Alors, modernité. Donc ici, on voit, alors le Japon, d'abord, je voudrais vous dire,
qu'au Japon, tout est un art. On va voir, c'est un côté extraordinaire. L'ikebana, qui est l'art floral, l'origami, qui est l'art de plier le papier, l'art du pliage. On va voir la cérémonie du thé, vous allez voir, vous connaissez les sushis, mais tout est un art et ça, c'est absolument fascinant. J'ai aussi, vous verrez, on vous partagera parce qu'on aura un guide local aussi, toute la vision du Japon, par exemple, quelque chose d'extraordinaire, enfin, c'est l'homme qui travaille, il ramène l'argent à la maison, la femme ne travaille pas, il donne son argent à son épouse et son épouse lui redonne l'argent de poche. C'est incroyable. Hein. Au Japon, on ne dit pas « je t'aime », on dit « il y a de l'amour dans l'air ». Et puis, le kimono, pas pour les femmes, mais les hommes, on cache la soie à l'intérieur parce que c'est vulgaire de montrer toute sa richesse à l'extérieur. Donc, vous voyez un petit peu une façon de vivre et de penser qui est tout de même assez loin de la nôtre. Donc, tout un monde à découvrir. Alors, le Japon, pays du soleil levant, c'est dans l'ère Meiji jusqu'à la Seconde Guerre mondiale que son nom était donc l'Empire, le grand empire du Japon, l'Empire du Soleil. Et puis, c'est donc un empereur qui est le chef japonais, le chef de l'État. Depuis 1947, c'est devenu symbolique. Et pour vous dire aussi ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, la première fois que les Japonais ont entendu le nom de leur empereur, qui était Hirohito, c'est lorsqu'il a déclaré, en fait, l'annonce au peuple, lorsqu'il a déclaré en 1945, après la bombe atomique, voilà, qu'il s'inclinait. C'était la première fois que les Japonais entendaient sa voix. C'est vraiment un dieu. Alors aujourd'hui, il s'appelle Naruhito, et voilà, il a plutôt un rôle symbolique. Alors, le Shinkansen, c'est donc, on va l'utiliser, c'est le train, là qu'on venait de voir. C'est vraiment un train à grande vitesse. Depuis 2017, en fait, il fait 320 km. Alors, ensuite, donc c'est plus vite que le TGV, qui fait, je crois, 200 en France. Ensuite, alors, Anne, oui, on peut passer la photo suivante. Donc là, on va être jour 1, jour 2, les voyageurs du ciel. Donc là, déjà, on va pouvoir mettre en pratique certaines voies, la voie du zen et de la pleine conscience en accueillant ce qui est tel qu'il est. Hein. Ensuite, donc, Anne, on peut un petit peu, c'est ça, poursuivre. Donc là, vous allez avoir ceux qui veulent voir tout l'itinéraire vraiment, je veux dire, très, très précis, petit déjeuner le matin, départ, voilà. Vous avez l'itinéraire qui est sur le site. Hein. Là, moi, je veux aller vraiment dans le cœur du sujet parce que malheureusement, ce n'est pas une conférence d'1 heure, de 2 heures, c'est limité. Alors, Osaka Koyasan. Donc, ce que je vous disais, c'est vraiment, on va plonger au cœur des forêts sacrées, au cœur des montagnes sacrées, parce qu'au Japon, la culture de la terre-mère est essentielle. Dans le shintoïsme, l'harmonie entre l'homme et la nature est très, très importante. C'est la demeure des dieux, la nature est la demeure des dieux, les kami. Hein, et l'homme n'est pas au centre, ni au centre du monde, ni au sommet de la pyramide. Donc, le mont Koya, c'est une montagne sacrée, donc dans la péninsule. Il est localisé, ce mont, à 100 km à peu près au sud d'Osaka. Et Koyasan est vraiment reconnu pour le bouddhisme. Donc ici, il y a des temples. On va vraiment être logé dans un temple. Donc, on va voir un peu comment se passe la vie des moines aussi. Et puis, il y a immersion, voilà, il y a des visites aussi qui sont proposées. Ça, c'est un lieu secret du culte avec sa pagode, la visite du complexe Donjon-Garan. Donc, voilà, vraiment très complexe, très important. On peut continuer. Donc ici, il y aura un atelier. On va essayer de faire un maximum aussi d'ateliers à l'extérieur, hein, avec des pratiques pour vraiment s'immerger au cœur de cette nature sacrée. Donc ici, on aura un atelier. Alors, la saison est extraordinaire puisque c'est la saison des érables flamboyants, l'automne. Donc, ça promet vraiment quelque chose de très inspirant. Donc, lorsqu'on partira durant les journées,
certaines journées, on va avoir… Alors ici, par contre, dans le temple, ici, on va manger comme mangent les moines. Donc, voilà, c'est un souper Sojin Ryokiri. Donc, je vous expliquerai vraiment tout ce que ça comporte de spirituel. Parce que se nourrir, comme dans différentes traditions, mais dans les temples zen, c'est un éveil. C'est une vraie, véritable pratique d'éveil que de se nourrir, parce qu'on verra qu'on ne se nourrit pas que d'aliments, mais on se nourrit du cuisinier, on se nourrit de tout ce qui a mijoté. C'est vraiment la cuisine de l'univers et la cuisine du silence. C'est le goût du silence. Je vais vous enseigner le goût du silence. Et aussi, il y a une saveur qui est très importante dans le zen, c'est la fadeur. Je vous expliquerai que la fadeur, c'est ce qui permet de laisser toutes les autres saveurs se développer et on est vraiment invité à une forme d'humilité. Alors, c'est un assortiment de plats végétaliens servis traditionnellement dans les sanctuaires et dans les temples zen. Alors, on dormira dans une chambre traditionnelle. Ici, donc, Koyasan. Alors là, on aura entre autres l'occasion de participer à une liturgie bouddhiste avec les moines le matin. C'est donc vraiment un service de vénération du culte au sein de la communauté bouddhiste. Et vous allez voir que l'endroit, bien sûr, un temple, c'est très inspirant. Donc aussi des ateliers dans ce genre de cadre à l'extérieur. Ensuite, voilà encore un autre temple dans ce même espace. Donc, on verra combien ces temples, alors par rapport au bouddhisme tibétain, on verra que ce n'est pas du tout la même approche, très, très épurée, mais il y a quelque chose qui se dégage justement de ce minimalisme d'extraordinaire. Alors, les jardins, les Kare-sonsui, qui sont des jardins secs, là aussi, pareil, ce sont des jardins qui nous invitent à la méditation, à la contemplation. En fait, on verra que c'est une représentation du monde, avec son sable et ses graviers. On a la mer, on a les lacs qui sont représentés, les vagues. Et puis, c'est vraiment une invitation à méditer sur soi-même. Et on apprend aussi que le vide révèle le plein. Ça, je vous expliquerai aussi un petit peu davantage. Et alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans ces jardins, ce qu'on peut dire un peu, c'est silence, ça pousse. Alors, ici, encore un temple magnifique, toujours un petit peu, voilà. Donc là, on aura un guide francophone qui va nous expliquer toute l'histoire, toute l'architecture, qui va vraiment plonger au cœur de ces temples sacrés. Donc ici, oui, marche méditative nocturne, je pense ça va être, oui, c'est ce qui va être proposé ici. Ensuite, alors la journée 5, alors ici on va voir, il va y avoir un musée très important aussi, avec vraiment des trésors de toute cette histoire extraordinaire du Japon. Donc ici, alors c'est, bon, on va voir, c'est un chemin, toujours pareil, complètement, alors bain de forêt, marche méditative, c'est un chemin qui est bordé de tombes de samouraïs. Donc, on plongera aussi au cœur de ces traditions-là, qui étaient vraiment, les samouraïs, c'était pas des barbares, c'est pas du tout ça. On verra un petit peu ce que c'est. Donc, il y a un espace sacré avec la visite du mausolée du grand maître Kobo Daishi et puis la magnifique salle des lanternes. Donc, Koyasan Kumano. Alors là, on va partir le matin avec un bento. Un bento, en fait, c'est un petit repas individuel. On va dire que c'est comme un petit pique-nique, complet traditionnel de la culture japonaise. C'est prêt à consommer. Vous allez voir que c'est artistique, c'est magnifique aussi, comme toujours, comme tout ce que font les Japonais. Et c'est une préparation cuisinée, donc de crudités, viande, poisson, riz, nouilles, légumes, condiments, desserts. Et puis, on pourra boire pour végétariens, ceux qui veulent, il n'y aura pas de problème. Et pour plonger dans le Kumano Kodo, parce que c'est avec une journée un petit peu, on va marcher sur le chemin de pèlerinage millénaire. Ça, j'avais vraiment à cœur qu'on aille là, au cœur d'une forêt de cèdres centenaire. Ce sera une petite marche de 7 km, donc c'est un véritable sanctuaire. Alors, on aura une nuit dans une auberge traditionnelle, les ryokan. Vous allez voir aussi les lieux comme ils sont somptueux. À droite, on a l'onsen. Alors, l'onsen, c'est en fait un bain thermal japonais.
On ne se lave pas ici, on se lave avant. Ce sont des bains chauds, thermaux, qui souvent ont des qualités thérapeutiques. Et alors, on aura peut-être l'occasion de voir, mais leur serviette, c'est une petite gaze, vraiment une toute petite gaze. C'est pas une grande serviette, hein. C'est tellement fin, qu'en fait, ils se mettent ça sur la tête, sur le front, etc. Et quand ils sortent, ils essorent, et ça essuie très bien. Mais c'est minuscule, c'est le pays du minimalisme quelque part, hein, c'est clair, hein. Alors voilà, quand on va marcher Kumano-Kodo, donc c'est un petit chemin de pèlerinage millénaire, mais magnifique temple, des chutes d'eau, magnifique temple ici sur le bord. L'occasion encore de, voilà, de rendre grâce, de gratitude, enfin l'occasion de pratique encore. Sanctuaire aussi, toujours sur le chemin. Ensuite, donc voilà, on va quitter pour... alors là, on a encore une marche, toujours sur le Kumano, là. On va avoir une marche, puis ensuite, on va aller... Une marche d'1,5 km. Ensuite, on va faire 2h15 de bus pour arriver un peu plus tard à Osaka. Donc, randonnée, voilà, marche. On voit les torii, donc à côté, temple shintoïste. Donc ici, voilà le sanctuaire, hein, du XIe siècle avec sa passerelle rouge. Et là, on s'en va en direction d'Osaka. Alors, Osaka, là, on va utiliser le métro, le bus, le train, donc une journée un petit peu de transfert. Ici, donc, on voit encore un jardin zen sur le côté. Magnifique temple de 1236. Avec les érables, on verra que les érables japonais sont un peu différents. Ensuite, ici, ça c'est très bon, c'est une image que vous connaissez bien, j'imagine, hein, ce grand sanctuaire de Fushimi Inari avec tous ces torii, hein, ça c'est un grand classique un petit peu. Donc ce sanctuaire, il est dédié à la déesse du riz, la déesse, on appelle ça donc Kami Inari. Et puis en fait, c'est les céréales, donc la déesse des céréales, de l'abondance et de la richesse. Et là aussi, on fera un petit atelier, un petit rituel abondance. Donc là, j'y suis. C'était en 2019. Non, 2020. Je suis rentrée tout juste, quasiment presque pour la pandémie. Ils avaient tous des masques et ils parlaient de pandémie. Puis je disais, mais qu'est-ce que... De toute façon, je disais, tous les Japonais mettent des masques tout le temps. Il n'y a rien là. On n'aurait pas pensé, hein. Alors là, on va arriver à Kyoto. Alors Kyoto, comme ville, c'est mon grand coup de cœur. C'est l'ancienne capitale, hein. Ça voulait dire ville capitale. Et c'est vrai j'en remarquais que toutes les traductions qui sont assez belles, magnifiques, hein, Tokyo, Kyoto, les traductions des villes sont très basiques, nous, en nos termes. Donc ça veut dire ville capitale, en fait, c'est l'ancienne capitale, c'est la ville aux 1000 temples, et elle est tellement spectaculaire que durant la guerre mondiale, les Alliés ont dit on n'y touche pas. Donc, elle n'a pas du tout été bombardée. Et c'est un vrai bijou, hein, culturel, religieux, des palais impériaux, des temples, des jardins zen. C'est vraiment la vitrine du Japon ancestral. Alors, encore immersion dans la nature, hein, journée nature. Donc là, on va voir marche méditative, mais aussi, on va avoir des ateliers un petit peu différents. Voilà, la montagne sacrée, encore de nouveau. Ici, des petits villages aussi, beaucoup de petits villages pittoresques avec sa rivière sacrée. On va voir beaucoup de vraiment très dépaysants, très dépaysants. Vous allez voir toutes ces petites maisons. Alors, encore un temple, là, magnifique temple. Sonju Sangando, magnifique. Et là, il y a vous allez voir après, regardez,
1001 statues de Canon, la déesse de la compassion. Donc là, on va voir un atelier aussi s'ouvrir à la compassion et à l'autocompassion. Magnifique. Cérémonie du thé, donc j'imagine que tout le monde sait un petit peu de quoi il s'agit, mais on va voir combien elle est très codifiée. C'est un véritable ballet, un véritable art pour pouvoir offrir une cérémonie du thé. Faut vraiment être un artiste, hein. Et moi, le soir, j'offrirai une méditation. La cérémonie du thé, c'est celle qui est vécue dans les temples zen. Donc, ce n'est pas une gestuelle, mais ce sera vraiment dans l'espace du cœur. Alors, temps libre un petit peu à Kyoto, donc on aura l'occasion de croiser de nombreuses geishas, qui sont ces hôtesses qui maîtrisent les arts traditionnels. Assez étonnant. Ici aussi, alors voilà, Kyoto, on a un quartier, le quartier Gion, qui est vraiment un quartier spectaculaire, très traditionnel. Et vous voyez les rideaux verts, là, ce sont des norennes. Et ça, il y en a un petit peu partout. C'est comme dans les devantures des commerces, des choses comme ça. Au lieu d'avoir des grandes affiches un peu comme nous, des grands luminaires, ce sont des espèces de petits rideaux. Très traditionnels au Japon, mais qu'on trouve un peu partout. Donc, c'est toute une ambiance, là, voilà, encore le quartier. C'est toute une ambiance qu'il faut ressentir. Difficile d'y mettre des mots, hein. Observer, être ouvert, laisser tous ses sens en éveil, hein. Se remplir d'images et de sensations. Kyoto, Tokyo. Donc là, on va prendre le Shinkansen, le train, ce fameux train, à peu près 2h20. Et alors là, Tokyo, alors bien sûr, la capitale de l'Est, hein, c'est son nom. Elle comprend 23 districts. Avant, elle était connue sous le nom Edo. C'était la porte de la rivière l'estuaire, puisqu'en fait, elle est au bord de la rivière Sumida. 36 millions, donc je vous disais, d'habitants. Et puis, c'est la plus peuplée du monde, avec ses néons. Mais c'est une vraie mégapole, mais en même temps, il y a un côté aussi très traditionnel dans cette ville, hein. Donc, ultra moderne, et puis aussi grande tradition. Donc là, on va en avoir plein les yeux. Voilà, c'est ça, là, plein les yeux. On voit le côté traditionnel, moi, à gauche de ma photo, et puis le côté, je vous disais, New York, c'est un village. Alors, pour finir un petit peu sur le culturel, les sumo, hein. Les sumo qui veut dire littéralement se frapper mutuellement. Vous voyez que c'est pas des trucs poétiques. Voilà, c'est très basique. C'est un sport de lutte japonais, donc très traditionnel, qui comporte de nombreux rites, hein, et puis c'est leur gabarit qui les caractérise, hein. Et les lutteurs, en fait, il y a 2 règles, ne doivent pas sortir du cercle et ne doivent pas poser autre chose que le pied à terre. Donc, c'est un vrai phénomène au Japon. Les gens connaissent un peu. Après, là, peut-être que ça, c'est moins connu. Ça, ce sont les cosplays. Les cosplays, en fait, c'est un jeu de rôle, c'est-à-dire c'est une identification. Il y en a, on voit, ça ressemble un peu au manga, par exemple, à certaines figurines de manga, mais il y a des quartiers complets, entiers, remplis de ces personnes qui sont costumées, déguisées. Et l'idée aussi, c'est d'adopter vraiment l'attitude du personnage souhaité, quoi, du personnage qu'on a adopté. Alors, il y a d'autres choses qu'on verra. Il y a les Yakuza, qui est la mafia, une espèce de mafia sicilienne qui impacte aussi le Japon. Il y a les Ikikomiri, alors là, c'est assez étonnant. Ce sont des hommes qui restent parfois 10 ans enfermés chez eux, sans jamais voir personne, sans aucun médecin, par peur d'affronter le monde. Enfin, on verra que ça peut être aussi déjanté. Il y a des choses qui sont assez déjantées. Alors, voilà, jour 12, c'est le jour du départ. Donc, encore là, les voyageurs du ciel pour retourner à Montréal. Et je crois qu'on a atteint j'ai atteint ma durée de partage. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup. Ça nous fait plonger dans ce magnifique itinéraire dont vous avez effectivement le plus de détails sur notre site Internet. Vous pouvez le télécharger en PDF, mais ça fait un très beau survol de l'itinéraire qui est vraiment magnifique. Vous allez faire des belles découvertes. Alors, quelques informations plus techniques sur le voyage. Donc,
Le tarif réservé taux est toujours en vigueur. Pardon, le tarif sans les vols est de 4 499 et après le 3 juillet, donc c'est 4 699. Donc, il y a une petite erreur ici. Ce n'est pas un rabais de 100 c'est un rabais de 200 en réservé taux. Mais n'attendez pas la dernière minute parce qu'il reste très peu de place. Très peu de place. Donc, dépêchez-vous de vous inscrire. Alors, pour les vols, ben, on pourra vous aider. Alors, si vous avez besoin d'aide, là, il n'y a pas de problème. Vous n'avez qu'à nous contacter. Si vous voulez une chambre individuelle, puisque le tarif est en occupation double, alors le supplément, c'est seulement 269 pour la durée du séjour, mais c'est en quantité limitée. Je pense qu'il reste juste une place en occupation simple. Spiritour offre la possibilité de jumelage. Donc, si vous êtes seul et qu'il n'y a plus de chambre simple, vous ne souhaitez pas payer le supplément, mais on peut vous jumeler. Ça nous fera plaisir. Je pense qu'il y a présentement une place de disponible en jumelage, puisqu'on a 3 places en double et une place en simple. Donc, on peut vous jumeler. Tous les prix sont basés sur le taux de change en vigueur. Bon, ça va de soi. Mais bon, voilà. Donc, qu'est-ce que ça comprend? Alors, vous avez l'hébergement en occupation double dans des hôtels 2 étoiles et en temple. Donc, c'est hébergement modeste, mais très, très propre, très bien. Tous les petits déjeuners sont inclus, 3 paniers repas sous forme de bento et 6 soupers. Donc, vous avez aussi tous les transferts aéroport, hôtel, aéroport, donc tous les transferts sur place, le transfert de vos bagages, les transferts en métro et train, visite selon l'itinéraire, incluant les frais d'entrée, les services d'un guide accompagnateur francophone, et puis les services, bien sûr, de votre intervenante Catherine ainsi que de Jean-Marie Lapointe à titre d'invité spécial et toutes les taxes. Le forfait ne comprend pas les vols internationaux, aller-retour avec Air Canada ou similaire, l'assurance voyage, voir la fiche d'inscription, les repas non inclus, les boissons alcoolisées et les bouteilles d'eau, sauf à votre arrivée, et les pourboires, les dépenses personnelles, puis la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, qui est de 3,5 par tranche de 1 000 Donc, en fait, c'est 0,35 sur la totalité du prix du voyage. C'est pas une option, c'est ajouté à votre facture. C'est une protection financière vraiment exceptionnelle qu'on a ici au Québec, qui est gouvernementale depuis 2004. Et donc, pendant la période de la pandémie, un bout de temps, là, même si ça a commencé avant, c'était gratuit. Mais là, ils ont repris, là, surtout suite à l'histoire de la pandémie. Ça a aidé beaucoup de monde, ce fonds-là, mais ça a complètement vidé le fonds. Alors, c'est pour ça qu'ils ont repris les cotisations. Voilà, c'est pour vous protéger si jamais il y avait une faillite d'un des prestataires de voyage, par exemple la compagnie aérienne ou l'agence ou un des fournisseurs. Donc, ça vous protège aussi et surtout de tout ce qui pourrait entraver la sécurité du voyage. Donc, s'il y avait un avis d'éviter tout voyage non essentiel hors du Canada, comme on a eu pendant la pandémie, ou dans le pays visité, pour le pays visité. Donc, s'il y a un avis gouvernemental, à ce moment-là, on serait obligé d'annuler le voyage et vous seriez protégé financièrement. Bon, il y a des conditions, vous pouvez aller voir sur le site Internet, mais ça a aidé énormément de monde pendant la pandémie. Ça a aidé beaucoup de monde aussi lors de la faillite de grandes agences, dont Sinorama. Donc, beaucoup de gens ont été indemnisés. Voilà. Donc, c'est une belle protection financière. Ça ne remplace pas les assurances voyage. Très important que vous ayez des assurances. On peut vous aider. Nous, on offre l'assurance Croix-Bleue.
Donc, très important d'avoir au minimum une assurance soins médicaux d'urgence. Si jamais vous tombez malade, vous avez un accident pendant le voyage. On vous encourage fortement à prendre aussi une assurance annulation parce que nous, à 60 jours du départ, on doit payer tous nos fournisseurs. En fait, on doit déjà donner des dépôts pour les compagnies aériennes, pour les hôtels et tout. Donc, c'est pour ça le dépôt n'est pas remboursable et à moins de 60 jours, c'est 100% non remboursable. Donc, c'est important d'avoir une bonne assurance annulation idéalement aussi pour vous rembourser si jamais pour des raisons de maladie ou s'il y avait un décès dans votre famille ou un proche parent qui est gravement malade, bien, à ce moment-là, vous seriez remboursé par votre compagnie d'assurance. Actuellement, l'assurance annulation inclut aussi l'assurance interruption de voyage. Donc, même chose, si pendant le voyage, il y avait un parent proche, un membre de la famille proche qui est gravement malade ou un décès, bien, vous seriez remboursé pour la portion du voyage non utilisée et vous seriez rapatrié ici au pays et c'est illimité quand même que le billet d'avion est rendu à 15 000 puisqu'il reste juste de la classe à faire. Bien, vous allez, c'est illimité, la compagnie d'assurance va vous rembourser et ça vous comprend aussi avec Croix-Bleue, ils ont le forfait plus. Vous avez aussi une assurance bagages inclus avec ça en cas de vol ou perte des bagages ou en cas de retard des bagages, il y a une indemnisation. Donc, vous pouvez les acheter à la carte ou en forfait et on est là pour vous conseiller si vous avez besoin. Je vois qu'il y a des questions. Je vais y passer dans quelques instants. Je vais juste terminer pour les informations plus techniques. Donc, la date limite d'inscription, c'était le 3 septembre, mais comme je viens de vous dire, les places sont très limitées, donc on n'aura pas des places jusque-là. Bonne nouvelle, c'est qu'on va répéter le voyage au Japon au printemps 2024. Donc, les dates ne sont pas encore arrêtées, mais ça va être fin avril, début mai. Ça devrait, d'ici 2 semaines, on pense pouvoir le mettre sur le site web. Donc, voilà, on vous aurez une autre option pour faire ce voyage au Japon. Pour vous inscrire, donc, on vous encourage fortement à le faire sur le site Internet. Donc, vous pouvez aussi, en fait, sur le site Internet, c'est par carte de crédit. Vous pouvez aussi télécharger et remplir le formulaire PDF et nous l'envoyer avec votre dépôt de 750 par chèque ou avec un virement Interac. Donc, tout est possible. Donc, voilà, comme je disais, les places sont limitées. Sur le site Internet, juste faire attention, là, des fois, il y a un petit peu de confusion. Donc, si vous choisissez de vous inscrire en ligne avec la carte de crédit, donc vous ne devez pas télécharger le PDF, mais plutôt aller en haut de la page. Je peux peut-être vous montrer par un partage d'écran. Donc, vous devez aller en haut de la page pour, pardon, je vais partager ici. Donc, je vous montre rapidement. Alors, ça, c'était pour aujourd'hui, les conférences. Voilà, donc juste en haut à droite, vous avez l'option, le choix de la chambre, donc en simple ou en double. Et donc là, vous allez avoir la possibilité, c'est ça, de prendre le choix de la chambre, donc à compte ou total, si vous voulez tout payer tout de suite. Sinon, la compte, c'est par défaut pour le 750. Vous ajoutez au panier. Et puis ensuite, vous allez ouvrir votre panier, donc soit par ici ou en haut avec le petit dessin du panier. Et puis, vous validez votre commande. Bon, on va enlever ça ici. Alors, libre à vous si vous voulez donc rajouter un don pour Planétaire pour compenser vos émissions de gaz à effet de serre. On vous encourage à le faire pour la planète, mais c'est libre. Donc, on suggère en moyenne, c'est 25 pour les émissions de la portion aérienne. Puis, si vous voulez tout compenser en totalité, les émissions et l'impact climatique en haute altitude, c'est plutôt autour de 50 $. Mais c'est vraiment libre à vous. Vous pouvez choisir le don que vous voulez donner, vous ajoutez votre don. Et puis, si jamais, bon, exemple, ici, je voulais rajouter un 25 $, donc cliquez sur ajouter votre don et puis là, ça va se rajouter en bas. D'accord? Donc, si finalement vous changez d'idée, vous voulez l'enlever, voilà. Et donc, vous validez votre commande. Et puis, vous remplissez votre formulaire ici, à gauche. Tout ce qui a une étoile, c'est obligatoire de le remplir, mais on vous encourage à remplir vraiment le plus possible aussi ce qui est facultatif. Le partage de chambre, très important, de
confirmer si vous voulez être jumelé avec une personne du groupe ou s'il y a déjà une autre personne avec qui vous allez être jumelé. Donc, vous inscrivez son nom ici. Et puis ensuite, passeport, bien, on a besoin d'une copie de votre passeport. Idéalement, si vous pouvez nous donner les coordonnées ici, puis plus tard nous envoyer une copie, vous allez pouvoir le télécharger sur le site web pour que ça soit plus sécuritaire. On va vous envoyer le lien automatiquement. Et puis, bien sûr, en rentrer le nom d'une personne à contacter en cas d'urgence. Voilà. Donc, ensuite, vos informations sur la carte de crédit, c'est sécurisé et très important de cocher « J'ai lu et j'accepte les conditions générales » et ensuite, cliquez sur « Commander ». Si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fera plaisir de vous aider avec ça. Alors, je pense que ça fait le tour. Donc, je vais passer maintenant aux questions. Donc, je vois qu'il y en a quelques-unes sur le Q et A et il y a possibilité aussi de lever la main si vous le souhaitez pour qu'on ouvre votre micro. Donc, je vais commencer par la question d'Odette. Est-ce qu'il y a un code vestimentaire au Japon? Catherine, je te laisserai répondre. Non, non. Alors, c'est sûr qu'on va partir pas mal un petit peu en nature, hein. Donc, voilà, des bonnes chaussures de marche. De toute façon, on va donner une liste après, Anne, hein. Je pense qu'on Oui, va tout à vous fait. donner une Tout à liste. fait, oui. On n'a pas beaucoup de temps parce que je vois qu'il y a des questions. On va avoir une rencontre pré-départ. Donc, aujourd'hui, c'était plutôt pour vous présenter en général le voyage, mais il va y avoir une rencontre environ 3 semaines avant le départ, entre 2 à 4 semaines là, avant le départ, où on va vraiment vous donner toute l'information avant de partir, la température qu'il va faire, comment vous habiller. Vous allez avoir une liste. En fait, c'est des suggestions. Et puis, la devise, tous les itinéraires de vol, pour les bagages et tout. Donc, toute cette information-là est dans un document pré-départ et on fait une rencontre pré-départ sur Zoom et on envoie l'enregistrement si vous ne pouvez pas être présent pour le live. Donc, voilà, vous aurez toutes ces informations-là. Julie qui nous dit qu'elle a très hâte. Donc, on a des gens qui sont déjà inscrits avec nous aujourd'hui. Merveilleux. Avez-vous des recommandations pour les vêtements selon les températures? Donc, comme on disait, on va tout donner ça à la rencontre pré-départ. Oui. C'est vrai que si les personnes veulent faire un bilan déjà maintenant de leurs vêtements, etc., moi, je dirais un peu du multicouche sport parce qu'on c'est quand même novembre. Voilà, on va marcher, on va être à l'extérieur, on va être dans des tentes, donc c'est très simple. Alors, le multicouche sport, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Il fait chaud, on enlève, il fait froid, on rajoute. Hein, c'est un petit Très peu ce bien. que je conseille. Merveilleux. Est-ce que vous recommandez d'avoir de la monnaie japonaise? On va en reparler aussi au pré-départ. Ensuite, est-ce qu'il y aura une rencontre avec les participants avant le départ? On vient de le dire. Et puis, Chantal, combien sera le prix approximatif du vol? Alors là, c'est sur on assiste à une montée des prix, pour les vols à cause de la demande qui est très forte, hein, c'est l'offre et la demande. Donc, nous, on a dû réserver, hein, il y a les premiers qui se sont inscrits. On avait les vols au début d'inclus, mais les tarifs groupes, en fait, avaient augmenté. Donc, ça nous prend toujours un minimum pour garantir le départ. Et puis, on était rendu avec des tarifs groupes qui étaient plus élevés que les tarifs individuels. Donc, on a dû le faire à l'individuel et ensuite enlever la possibilité, en fait, d'avoir les vols groupes, puis le laisser libre. Au printemps 2024, on espère vraiment pouvoir avoir des tarifs groupes. On est déjà en train de les magasiner. Et donc, pour le printemps 2024, donc, on espère pouvoir offrir les vols parce que là, c'était 1500 à peu près. Puis c'est rendu près de 2000 en fait, ça dépend de la compagnie aérienne. Donc, on vous laisse regarder ça. On pourra vous assister aux besoins là-dessus. Ça nous fera plaisir, mais effectivement, les billets d'avion sont rendus un petit peu chers, là. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu aux questions. Donc, est-ce qu'il y avait, parce que là, on a une autre présentation dans 3 minutes. OK, c'est bon. Est-ce qu'il y avait des mains levées? Non, je ne crois pas. Donc, je pense que ça fait le tour des questions. J'en ai pas d'autres. Je vous laisse le mot de la fin, Catherine et Jean-Marie. Tu vas?
l'hiver. Moi, j'ai très hâte. Il y a Julie qui a écrit qu'elle avait très, très hâte. Ben, moi aussi. Puis, à chaque fois, il y a une partie de moi qui ne réalise pas encore que je m'en viens faire ce magnifique voyage. Et le Japon, tout comme l'Égypte aussi, c'était un rêve d'enfance. Donc, j'ai été bercé par plein d'images, par plein d'idoles, par plein de personnes. Je fais déjà moi-même une bonne démarche spirituelle depuis plus de 25 ans dans le bouddhisme à la tradition tibétaine. Je pense que les enseignements du zen vont bien se compléter. Mais non, j'ai très très hâte. Puis je regardais les images, j'ai dit, je me pince un peu, je réalise pas que dans quelques mois, on va être là. Donc j'ai très très hâte. Puis merci Anne, merci Catherine et merci au groupe de me permettre de vivre et de tisser, comme disait Albert Jacquard, de tisser de nouveaux liens qui vont me définir davantage. Donc voilà, je suis très content. Beaucoup de gratitude dans mon corps, dans mon cœur et dans mon corps. Merci. Merci, Jean-Marie. Merci, merci à vous deux. Moi aussi, moi j'ai le cœur en joie. J'ai envie de dire vraiment, je suis vibrante de joie là, vraiment très très intensément. Donc je vous donne rendez-vous sur la voie de la grande compassion, de la grande douceur. Et puis j'ai envie de terminer avec cette phrase qui est mon mantra, cette phrase du grand empereur Marc Aurèle: la douceur est invincible. Mm. Merci à tous et voilà. Donc rendez-vous sur cette voie-là au cœur du Japon sacré. Merci Anne, merci Jean-Marie, merci à tous pour votre confiance. Merci beaucoup, Catherine et Super. Jean-Marie. Ça fait un grand plaisir. Puis si vous voulez être avec Jean-Marie, il faut venir en novembre. Réservez vite votre place. Au printemps, je vous disais, les prix, on va peut-être inclure les vols, là, mais ça vous revient moins cher de le faire en novembre parce qu'au printemps, il y a beaucoup, beaucoup de demandes à cause des cerisiers en fleurs et tout. Alors, Mhm. on estime le prix entre 7 000 et 8 000, incluant les vols. Fait que profitez-en. Il reste encore 4 places. Dépêchez-vous de réserver. Merci encore à tous. Merci Catherine, merci Jean-Marie d'avoir été là et on va poursuivre avec notre prochaine présentation.